Bonjour et bienvenue à l'émission Ma santé, un choix ou un poids. Mon nom est Danny Fontaine, je suis conseiller en nutrition cellulaire, gourmand de la santé et passionné de la santé. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir à l'émission Dominique Mascolo, qui est conférencier international en nutrition et en activité physique. Bonjour Dominique. Bonjour Danny. Aujourd'hui, on va échanger sur un sujet important, comment vieillir en santé. On a eu la chance de se rencontrer et de présenter une émission il y a un mois où on parlait de comment renverser le vieillissement, en même temps comment prendre soin de notre corps qui est vieillissant, mais surtout la beauté qu'on a pu entendre par ton témoignage, c'est que il est arrivé un accident à un moment donné où on peut dire que à cette époque, tu étais vieux, puis aujourd'hui, je peux dire que tu es plus jeune qu'à ce moment-là. On parle de 15 ans plus tard à peu près. Tu peux peut-être nous rappeler un peu... Bon, rappelons les circonstances. À l'âge de 60 ans, je m'effondre sur le court de tennis. Je te disais que j'avais maintenu un niveau d'activité physique assez important tout le long de ma vie, et tout en ayant des activités professionnelles aussi assez importantes. Eh bien, à travers ça, j'ai vécu pendant 70 ans en n'étant pas capable de rien faire sur le plan physique. Et c'est comme ça que vers vers la mi-2006, qu'il m'a été possible de retrouver à travers une amie qui me parlait de compléments alimentaires, de rechanger la totalité de ma vie. C'est dans le sens que je me suis préoccupé beaucoup à ce moment-là de mon style de vie. Donc, et le style de vie, ça incorpore à la fois l'alimentation, la nutrition, l'activité physique et aussi la philosophie par rapport à la vie. Et ces 4 caractéristiques-là ont fait en sorte que j'ai été capable de me rajeunir, comme tu le soulignes, parce que à travers cette approche de vie, il m'a été possible à la fois de développer une méthode de perte de poids et d'élimination des caractéristiques des affections dégénératives qu'on peut avoir suite à notre style de vie. On parlait de 14 que tu avais, que tu as réussi à éliminer. Et ça partait de la goutte, ça parlait de l'hypertension, ça parlait de l'hypercholestérolémie, ça parlait de diabète et tout ça. Et tout ça en changeant l'alimentation. L'alimentation et l'activité physique. C'était les 2 éléments principaux. En introduisant des mécanismes nutritionnels au niveau des compléments alimentaires et aussi en changeant le style de vie. Un exemple d'année très simple sur le plan psychologique. L'état d'esprit dans lequel tu t'assois à une table pour manger est aussi important que le contenu de ce que tu vas manger. Okay? C'est pour ça que c'est important, cette dynamique dont je parlais, de la notion de manger avec plaisir. Okay? Parce que chaque aliment qu'on introduit dans notre bouche fait en sorte de tisser une trame de santé véritable ou d'affection dégénérative. Fait que c'est à la fois le contenu et l'état dans lequel on est pour faire cet acte alimentaire qu'on prend pour acquis. Là, on est tellement habitué de le faire qu'on ne s'aperçoit plus, qu'on ne prend plus le temps, soit de bien marcher ou de bien faire ça. Mais en réalité, l'alimentation, là, c'est une des actions sur lesquelles on a le plus de contrôle. Okay? C'est vrai. Et c'est ça qui tisse une trame, soit santé véritable ou soit de l'affection dégénérative. Puis la totalité des repas que l'on prend s'accumule. Okay? Oui. C'est important de noter cette dynamique-là parce que on prend tellement pour acquis la notion de manger qu'on oublie jusqu'à quel point la nourriture, c'est notre façon, c'est ce qu'on a besoin pour produire de l'énergie, c'est ce qu'on a besoin finalement pour vivre. Okay? Oui, pour être bien, pour se sentir bien, pour bien dormir, pour être en santé. Effectivement. Parmi les règles qu'on a discutées déjà, on a parlé de la notion de l'apprentissage de la perte, on a parlé de la notion
d'avoir des projets. Oui, OK? c'est important. Eh bien, sur des projets. c'est évident que, en plus de ça, il y a toute la notion que pour vivre en santé longtemps, il faut prendre sa santé en main. Et cette notion-là de prendre sa santé en main, il faut la considérer comme un élément que les médecins qui font partie de notre environnement personnel, nos nutritionnistes, nos kinésiologues, tous les gens qui ont des spécialités qui font en sorte, les psychologues, les psychiatres qui font en sorte de nous aider à mieux vivre, Oui. eh bien, il faut que ces personnes-là, que ces spécialistes-là deviennent des compagnons de vie et non pas des personnes qui vont diriger notre vie. Non. Okay? C'est pour ça que c'est tellement important de connaître nos propres caractéristiques pour prendre sa santé en main. Et c'est pour ça qu'on a tout un certain nombre de caractéristiques qu'on doit introduire dans nos prises de sang pour très bien définir qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ça. On a besoin de connaître qu'est-ce que c'est notre niveau et de comprendre notre activité lipidique dans le corps, pour comprendre qu'est-ce que le cholestérol fait. C'est important de voir toute la notion de glycémie, qu'est-ce que la relation entre les sucres et le pancréas, qu'est-ce qu'il y en a. Parce qu'une des causes principales des affections dégénératives que l'on connaisse aujourd'hui, c'est le syndrome métabolique. Tu sais? Oui. Fait que sur toute cette dynamique-là, ce sont des éléments tellement importants sur le plan de notre connaissance de ce que l'on est en tant qu'être humain pour prendre notre santé en main. Puis on parlait ensemble aussi, juste avant l'émission, que il y a des aliments auxquels c'est important de faire attention, c'est important de diminuer dans notre alimentation parce qu'ils sont principalement responsables de plein de maladies dégénératives ou, je ne sais pas si je le dis dans les bons termes. Regardons cette dimension-là. Dans les années 1900, Oui. les gens étaient malades pour certaines raisons et mouraient pour certaines raisons. Au début de l'an 2000, on s'aperçoit que les gens sont malades pour des raisons différentes et meurent pour des raisons différentes. Tout à fait. On s'aperçoit aussi que par 1000 personnes de population, on meurt moins. OK, OK? oui. Ça veut dire que si on regarde la population mondiale en 1960, 2,5 milliards de personnes. 2010, 7,5 milliards de personnes. 3 fois plus de personnes sur la Terre. Autrement dit, entre 1960 et 2010, il y a eu plus de monde qui sont venus sur la Terre que depuis 1960, depuis le début de l'existence de l'être humain. Aïe, aïe, aïe. Ça fait que c'est une somme importante de pression sur la fonction alimentaire qui est impliquée dans ce sens-là. Par ailleurs, ce qu'on s'aperçoit, c'est que parmi les raisons de tout ça, c'est que c'est les avancées de la médecine. On a aussi des problèmes d'hygiène qui ont été réglés et on se nourrit aussi plus. Okay? Oui. On s'aperçoit qu'avec les années, dans les 140 dernières années, il y a eu une augmentation de 3 mois par année d'augmentation de l'espérance de vie. Aujourd'hui, on est rendu à peu près 80 ans. Ça varie selon les différents mondes. Il y a des endroits où ça meurt, les moyennes sont plus faibles, mais à peu près 80 ans dans les pays à travers le monde. Oui. Par ailleurs, on s'aperçoit que les gens sont en fonction de dysfonctionnalité beaucoup plus jeunes. Fait qu'on commence à être dysfonctionnel à 55-60 ans. Moi, j'étais dysfonctionnel à 60 ans. Ah oui. OK? Ce que j'ai fait à travers mon changement de style de vie qui comprend à la fois alimentation, nutrition, activité physique et ma philosophie de vie, bien, j'ai fait en sorte de diminuer cette période de dysfonctionnalité. Autrement dit, j'ai été capable de réversibiliser, si le mot existe, la fonction de vie en tant que telle. Okay? Très bien. Ça veut dire que si on regarde dans la façon que l'on vit, de 0 à 20 ans ou de 20 à 25 ans, eh bien, on est en période de croissance. Oui. Okay? De 25 ans jusqu'à 45-50 ans, on est en période de maintien, ces choses-là. Puis en haut de 50-55 ans, c'est le sauve qui peut. Tu sais. Je me rappelle très bien que ma mère disait tout le temps, la vie commence à 40 ans. Moi, ce que je me rappelle maintenant, d'après les travaux que j'ai faits,
ce que je m'aperçois, c'est que la vie commence à débouler plus rapidement à partir de 40 ans. Okay? OK. Il y a toutes des raisons par rapport à ça. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que si tu es dysfonctionnel jusqu'à un certain point, je ne parle pas de complètement, tu sais, quelqu'un qui a une jambe cassée ou qui se fait perdre une jambe, on ne peut pas lui redonner une jambe. Tu sais, on peut lui donner des instruments qui vont faire en sorte de pouvoir marcher. Oui. Mais en fonction d'un certain niveau de dysfonctionnalité, c'est possible de retrouver un maximum de fonctionnalité. C'est ce que j'ai connu et c'est ce que je fais connaître un paquet de personnes avec lesquelles je travaille. Okay? Dans ce sens-là, de retrouver la totalité de nos fonctions et même d'en l'améliorer. C'est sûr qu'à 77 ans aujourd'hui, je ne cours pas le 100 mètres comme je le faisais en 10,4 secondes. Okay? Quand j'avais 15-16 ans. 15-16 ans. Okay? À 55 ans. Je ne courais pas parce qu'à ce moment-là, j'étais trop gros pour courir. Oui, mais Dominique, j'ai fait de la montagne avec toi. Ouais. Puis honnêtement, je vais avoir 35 ans, j'ai 35 ans, je t'ai vu aller et t'es difficile à suivre en montagne. Bien, regarde, toute cette dimension-là, là, ça illustre assez bien les propos que l'on tient sur ce plan-là. Oui, il y a une dynamique de réversibilité qui est prise et ça fait partie des critères de la différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique. Oui. Okay? En 2006, quand j'ai commencé à me préoccuper de ces questions-là, j'ai eu accès aux travaux de Roy Walford, qui est un chercheur à l'université de UCLA, qui est celui qui avait conçu l'expérience du biosphère. Okay? OK. Et il a parlé, malheureusement, lui est mort avec la maladie ALS, là, qui est tout simplement, tu sais, ce sont tes muscles qui sont en décrépitude, donc tu meurs en fonction de ça. Eh bien, il avait défini un certain nombre de critères sur le plan de l'âge biologique. Et il y en a un que j'ai suivi depuis 10 ans, c'est la capacité de me tenir sur une jambe. Okay? Quand j'ai commencé ça il y a 10 ans, il fallait que je me tienne tous les côtés, là, pour pouvoir. Maintenant, je peux passer 1 heure debout sur une jambe. Okay? Et j'y ai incorporé dans ça la notion de respiration. Oui. Okay? Qui provient d'un autre chercheur. Fait que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a différents types de fibres musculaires dans notre corps. Okay? Eh bien, selon les fibres des bras qui sont des fibres très rapides, les fibres des cuisses qui sont intermédiaires, puis les fibres du bas du dos qui sont lentes. Et ces 3 types de fibres-là sont nourris de façon différente. Okay? Et pour bien nourrir les fibres du bas du dos, c'est uniquement par l'oxygène qu'il y a dans ton corps. Fait que c'est là que la respiration est tellement importante. Ah oui. Fait qu'en introduisant cette caractéristique de me tenir sur une jambe, j'ai introduit le principe d'inspirer pendant 2 secondes, de maintenir la respiration pendant 4 secondes, et après ça, d'expirer pendant 4 ou 5 secondes, parce que l'expiration, c'est une des 5 formes d'exutoire que l'on a dans notre corps pour sortir les toxines que l'on a dans notre Fait que vous voyez, simplement ces petits exercices-là, c'est des clés super simples qui font en sorte d'améliorer notre capacité. Et en se tenant, j'ai développé 5 ou 6 petits exercices là, que j'impose aux personnes qui viennent à mes conférences pour leur démontrer que les 220 os qu'ils ont dans leur corps muscles qu'ils ont dans leur corps ont fonctionné à travers ces petits exercices-là. Ça fait que déjà ça, en introduisant à partir de 55-60 ans, cet ensemble de petits exercices-là, c'est un élément fort important pour ça. Et moi, c'est comme ça que en 2006, je n'aurais pas été capable de faire ce que je fais maintenant. Il y a 2 mois, j'ai monté le piton de la Fournaise à l'île de la Réunion et c'est 9 heures de temps à une canicule de 40 degrés. Je n'aurais jamais été capable de faire ça il y a 10 ans. À 70 ans, j'ai fêté mes 70 ans en traversant le GR20 en Corse, qui est le sentier de randonnée sur le plan mondial qui est un parmi les plus difficiles. Eh bien, c'est pour dire jusqu'à quel point que c'est possible, cette notion de réversibilité-là. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères qu'on peut très, très bien définir comme étant à la fois la spirométrie, la capacité de bien respirer, la capacité de préhension, de bien tenir, et c'est pour ça que les gens qui me donnent la main, qui me saluent, s'aperçoivent que j'ai une bonne capacité de préhension, la capacité de se tenir sur une jambe, donc l'équilibre. C'est cette dimension-là qui est très, très importante. Et le vieillissement,
il y a une affection principale pour les personnes âgées, c'est ce qu'on appelle la perte de la masse musculaire, la sarcopénie. Oui. Okay? Pour faire ça, l'alimentation est absolument importante. Et c'est pour ça qu'il y a des critères alimentaires qui sont à suivre. C'est pour ça aussi que pour les personnes en haut de 55 ans jusqu'à ce que mort s'en suive, la coenzyme Q10 est tellement importante. Ah oui. Okay? La coenzyme Q10, c'est la molécule de production d'énergie dans le corps. Okay? Dans les 3 mécanismes de production d'énergie, c'est notre corps qui produit ça normalement. Ben, quand la totalité des cellules de notre corps les produisent. Ah okay? oui! Mais à partir de 21 ans, toutes les cellules de notre corps, qu'elles soient dans les reins, que ce soit dans le foie, que ce soit dans le cœur, en produisent de moins en moins. Et c'est surtout celles du cœur qui en produisent de moins en moins. Okay? Okay. Cette molécule-là est tellement importante parce que dans les mécanismes de production d'énergie dans le corps, on a la glucolyse, le cycle de Krebs, puis la chaîne de production d'électrons, de transfert d'électrons. On ne parlera pas du contenu de tout ça, ce sont des gros mots. Mais par contre, dans la chaîne de production d'électrons, on sait que pour chaque gramme de glucose, ça produit 34 grammes d'adénosine triphosphate, qui est la molécule de production d'énergie. Et c'est là qu'agit la coenzyme Q10. C'est comme à partir de 21-24 ans qu'on est en perte de production sur le plan de la coenzyme Q10, eh bien, il faut que les personnes âgées prennent de la coenzyme Q10. À partir de 40 ans, c'est important. Il y a 2 pays à travers le monde qui stipulent les quantités minimales de coenzyme Q10 qui doivent exister dans notre alimentation ou dans nos prises alimentaires de la journée, sont l'Australie à 150 et le Japon à 300 milligrammes par jour. Et quand tu regardes ces 2 pays-là, ce sont les pays où les personnes vivent le plus longtemps en santé. C'est déjà intéressant sur ce plan-là. Justement, en parlant de vieillir en santé, parce qu'on parle effectivement qu'il y a un étirement, on vit de plus en plus vieux, mais on ne vit pas nécessairement en santé plus vieux. Je dirais même qu'on étire la période de maladie, là, au lieu d'étirer la période de bonne santé. Dans ce sens que... tout à l'heure, je te parlais qu'il y a une augmentation de 3 mois par année de l'âge moyen de vie, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a une augmentation de la période de dysfonctionnalité, qui augmente tout le temps. Moi, ce que j'ai réussi à faire depuis 2006, c'est de réduire cette période de fonctionnalité-là à travers les divers mécanismes qu'on a discutés jusqu'à maintenant. Je ne crois pas, je ne sais pas, et ça ne me préoccupe pas si j'ai augmenté ma période de longévité. Autrement dit, je ne sais pas quand ça va arriver. Non. Ça va arriver, comme tout le monde, jusqu'à un certain point. Oui. Mais par contre, ce que j'ai pu faire dans les 9 dernières années pour améliorer mon état de santé, pour m'imposer cette réversibilité-là, c'est tout ça de même fascinant. Moi, je suis encore éberlué de pouvoir le faire par rapport à ça. Et c'est pour ça que tout ça se fait à la fois par une alimentation, par la nutrition, par l'activité physique, puis ma philosophie de vie. Tout ça sont aussi importantes l'un que l'autre. Je vais te fournir un indicateur qui n'est absolument pas scientifique. Qui est purement et totalement personnel, mais c'est un indicateur auquel je tiens. Dans ma période de dysfonctionnalité entre 2000 et 2006, je coûtais au Trésor provincial à peu près 4 000 $ par année au niveau des médicaments que j'avais puis des visites que j'avais besoin, tout ça. Là. Et aujourd'hui, ce serait beaucoup plus. Entre autres. Entre autres. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis 2007, je coûte à peu près 300 $ par année. Puis j'ai augmenté en âge. Ça fait que c'est important pour moi, cette dynamique-là, de prendre sa santé en main. Je considère tous les spécialistes de la santé qui me fréquentent, que je fréquente, sur le plan professionnel ou sur le plan amical, comme étant des supports à ma qualité de vie, comme des compagnons à la qualité de vie. Et je ne les laisse pas décider pour moi qu'est-ce qui va se passer. OK. Si on revenait aux aliments à diminuer dans notre alimentation? Ce qu'on s'aperçoit dans toute la dynamique du changement des causes de maladie, des causes de mortalité puis des changements de maladie, il y a 4 grands facteurs sur le plan alimentaire qui ont changé. L'introduction des sucres raffinés,
l'introduction des céréales raffinées, OK. l'introduction des huiles raffinées Ouais. et la diminution des caractéristiques du lait. OK. Si on regarde les apports caloriques dans notre alimentation d'aujourd'hui versus le début de l'industrialisation, ce sont ces 4 grandes causes-là. Et notre alimentation, les apports qui proviennent de ces 4 éléments-là dans notre vie, c'est à peu près 70% de nos apports. Fait que si on élimine les céréales raffinées, les sucres raffinés, les huiles raffinées, et pour ceux qui ont des problèmes avec la caséine ou le lactosérum du lait, en les éliminant, on règle à peu près l'équivalent de 80% des problèmes de santé. Aïe, aïe. OK? Fait que c'est pour vous dire que, oui, il y a eu des maladies qui ont... Moi, c'est tout ce que je peux dire. Là. Hein? Je professe que je n'ai pas de religion sur le plan alimentaire. OK? Oui, oui. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis 2006, OK? 2007, je suis les résultats de mon 2e programme de recherche sur quels sont les aliments qui sont les plus importants. OK? Et ensuite de ça, j'élimine autant que faire se peut la totalité des caractéristiques de ces 4 grandes classes-là qui sont des produits raffinés. Fait que c'est pour te dire que mon alimentation est à peu près à 95% complétée par des aliments dits naturels. Et il y en a un certain nombre qui sont des aliments industriels. Ouais. J'essaie de les limiter le plus possible. Par contre, on sait que tous les aliments industriels sont fabriqués avec une augmentation des oméga-6. Okay? Les 3200 journaux alimentaires que j'ai collectionnés depuis 9 ans, eh bien, démontrent que les ratios d'oméga-6 sur oméga-3 dans cette alimentation-là, et c'est corroboré par ce que l'on voit dans la littérature scientifique, sont de l'ordre de 11%. Et c'est de 11 portions d'oméga-6 par rapport aux portions d'oméga-3. Et c'est pour ça que les menus journaliers que je développe ont des rapports oméga-6 sur oméga-3 en bas de 4. Autrement dit, j'essaie d'éliminer la totalité de l'inflammation qui est due par l'introduction des oméga-6 dans notre alimentation. Vous voyez, dans le fond, c'est d'une simplicité. Ben oui. Il s'agit simplement de regarder et de prendre conscience qu'est-ce qu'on se met dans la bouche, parce que, comme je vous disais, c'est ça qui va définir une trame de santé véritable ou une trame de maladie dégénérative. Je n'ai pas révolutionné mon alimentation, j'ai simplement changé un certain nombre de choses qui sont très importantes. C'est ça. Okay? En plus d'avoir eu la capacité maintenant de comprendre et de savoir comment est-ce qu'on ferme une bouteille de vin. Okay? Mais je me suis organisé pour faire en sorte d'éliminer tous ces produits-là. Je suis même allé en laboratoire pour définir un petit déjeuner le matin avec des céréales, avec des flocons de céréales, parce que les flocons de céréales, les céréales ne sont pas raffinées. Non, okay? C'est ça. Avec des flocons d'avoine, des flocons d'orge, puis des flocons de soya rôti, eh bien, j'ai pu définir un petit déjeuner, okay? Un gruau du matin, qui n'a pas l'espèce de consistance qu'on avait quand on allait dans l'économie de vacances, quand on était plus jeune, cette espèce de magma pâteux. Là, tandis que là, ça ressemble plus à un muesli, on sent, mais ce sont des céréales qui ne sont pas raffinées. Okay? Ce sont des céréales complètes. Les flocons de ces céréales-là font en sorte qu'il n'y a aucune perte dans tout ça. Et surtout que les 2 premières, l'orge et l'avoine, surtout l'avoine, ce sont les céréales qui contiennent le plus de fibres solubles. Dans mes journaux alimentaires, j'ai pu définir qu'il y avait une carence importante au niveau des fibres, et puis les fibres insolubles, pas trop de problèmes au niveau des carences, entre 10 et 15 grammes par jour, mais c'est au niveau des fibres solubles que c'est important qu'on a une carence. Alors que l'avoine et l'orge sont parmi les céréales qui ont le plus de fibres solubles. Okay? C'est que si tu intègres le psyllium, qui est une molécule, qui est un aliment naturel, si tu inclus l'avocat, qui contient beaucoup de fibres solubles, si tu inclus tous les petits fruits rouges et les fruits de couleur, bleuets, fraises, framboises et la pomme, qui contient beaucoup de pepsine, de fibres solubles dans ton alimentation, tu as directement, par ton alimentation, des aliments anticholestérolémiants. C'est pour ça que moi, je n'ai pas eu besoin de prendre de statine pour passer de 7,8
mon niveau de cholestérol total à 4,8 qu'il est aujourd'hui, simplement par ce gruau-là du matin, puis en incorporant dans mon alimentation le plus d'avocats possible et le plus de petits fruits rouges, parce qu'il mangeait au moins une pomme par jour. OK? Oui. Fait que ce sont tous des éléments, c'est d'une simplicité, Denis. Mais c'est simplement de bien considérer qu'est-ce qu'il y en a, puis d'apprendre et de savoir qu'est-ce que ça veut dire manger. Oui. Je parle même pas de bien manger, je parle même pas d'assiette équilibrée, je parle de manger correctement. Ouais. Donc, on n'est pas en train de parler d'acheter des plats déjà préparés, mais de vraiment faire nous-mêmes nos repas et d'y aller. Parce que déjà là, on élimine beaucoup des choses qu'on a nommées qui sont inutiles dans notre alimentation, en tout cas qui sont non nutritionnelles. Parce qu'oubliez pas que lorsqu'un produit industriel doit rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sur le linéaire des épiceries, bien, il faut qu'il y ait des conditionnements qui font en sorte qu'il soit capable encore de rester là et qu'il soit utile à l'alimentation. Okay? Alors que lorsque tu prends des aliments naturels, je ne parle même pas de manger cru, là. Ceux qui veulent manger cru, mangent cru. Non, mais c'est correct. Je n'ai pas de religion par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que la cuisson, ça aide à mieux digérer parce que ça fait en sorte, c'est une partie de la digestion qui se fait. Les liens chimiques qui unissent les micronutriments dans un aliment se faiblissent par la cuisson. Okay? C'est pour ça qu'il faut bien les apprêter. Il ne faut pas les faire cuire d'une façon totale, mais il faut qu'ils soient faits en sorte d'assez bien, juste assez bien pour qu'ils soient un peu mous, pour faire en sorte d'aider notre système de digestion. Juste un exemple, là, blanchir mes brocolis Super. va me permettre de mieux assimiler les fibres qui sont peut-être trop raides Super. si je ne les fais pas blanchir un peu. Autrement dit, c'est un travail que ton corps n'aura pas à faire. Okay? C'est une certaine aide. Je n'irai pas jusqu'à la totalité du manger mou. Non. Okay? Non. Mais il faut manger. Simplement le fait de mastiquer, de faire aller les mandibules. Okay? Ouais. Un petit propos très simple. L'amylase, qui est l'enzyme qui s'occupe de couper toutes les dimensions des glucides, elle est produite dans notre bouche. Okay? Quand nos yeux voient un aliment, il y a un signal qui est donné par notre cerveau à notre estomac en disant qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et là, il y a des enzymes digestives qui se développent. Bien, si l'amylase, pour qu'elle puisse être créée, ça nous prend un pH de 7 dans la bouche. OK. Vous prenez un jus d'orange le matin, Oui. pH 5,7, 5,8, l'amylase ne se crée pas. OK. Fait que c'est pour ça que les jus sont à peu près une des grandes fumisteries du monde que l'on connaît aujourd'hui. La première, ce sont les statines. Oui. La deuxième, ce sont les jus. Et la troisième, ce sont les céréales raffinées. Okay? Parce qu'on enlève tout ce qu'il y a dans les céréales, on les fait cuire, on les organise, puis tu as beaucoup d'oméga 6, puis là, on les remet sur le marché à toutes sortes de formes et de couleurs. Pourquoi qu'on ne prendra pas des flocons? C'est d'une simplicité. Fait que si on regarde simplement le processus de manger, puis le processus de faire en sorte que l'amylase soit créée dans les meilleures conditions possibles, eh bien, la digestion s'améliore. La santé s'améliore. Dominique Mascolo, j'en mange. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Un gros merci encore pour ta générosité. Je crois qu'on a beaucoup appris. Et encore une fois, bonne santé et bon succès dans les conférences. Merci de nous en apprendre toujours davantage. À la prochaine.